Procédo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour, avec Parcours, je vous emmène encore sur les étonnants tracés professionnels des grands directeurs sécurité, ceux des plus grandes entreprises, comme des exemples, comme des expériences, comme de la transmission de passion de la sûreté et de la sécurité pour protéger des femmes et des hommes qu'ils côtoient, des marques qu'ils portent fièrement et bien évidemment des produits qu'ils respectent. Aujourd'hui, on va découvrir un homme qui a pourtant démarré dans un univers bien différent, mais vous verrez que tout se rejoint puisqu'il a démarré dans celui de la protection des animaux. Aujourd'hui, il protège des collaborateurs et des clients venus se divertir dans un des nombreux centres de vacances dont il gère les possibles risques inhérents à ce type de lieu de loisirs. Il est directeur de la gestion des risques pour Center Parcs Europe chez Groupe Pierre et Vacances. Grégoire Caruel, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Alors, je le disais en introduction, vous avez fait veto. Incroyable. Nobody's perfect. C'est un très beau métier. En effet, ouais. En effet. Alors je l'ai quitté entre guillemets avec regret, mais après. Alors avant de parler du départ, parlons de l'arrivée. Pourquoi tout de suite il y avait cette envie très jeune de travailler avec les animaux ? Exactement. Depuis que je suis gosse, toujours eu cette volonté d'être vétérinaire et même plus particulièrement être vétérinaire équin. Ah, parfait. Et on sait que c'est des études extrêmement difficiles, plus dures que médecine, m'a-t-on dit. Est-ce que c'est vrai ? Ça a été difficile ? Alors j'ai pas fait médecine, mais c'est très difficile d'y rentrer. En effet, une fois qu'on y est, c'est un petit peu plus facile. Mais en effet, les places sont extrêmement restreintes, ce qui donne en fait l'accès et le concours difficile à ces grandes écoles vétérinaires. Et alors veto équin parce que vous êtes passionné de chevaux, vous êtes cavalier ? Parce que j'ai fait pas mal d'équitation étant jeune, en effet. Vous êtes de Paris ou pas du tout ? Normand. D'origine. Région de chevaux, exactement. Évidemment. Je suis né face au Mont-Saint-Michel et c'est une grande région en effet de cheval et en particulier de cheval de sport. Alors, la fameuse école Veto de Maisons-Alfort de 1997 à 2003, avec une dominante gestion de la sécurité et de la qualité des aliments, validée avec une moyenne quand même de 17 sur 20, félicitations. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait ce type de dominante à l'école de Maisons-Alfort. Alors en fait, je ne me voyais pas soigner des animaux toute ma vie, même si je l'ai pratiqué. Ouais. Je me suis orienté en fait assez vite vers ce qu'on appelle la santé publique vétérinaire, c'est-à-dire les interactions entre les animaux, leurs produits, leurs sous-produits, dès lors qu'il y a un lien avec la santé animale, avec la santé humaine, avec la préservation, la conservation ou l'amélioration de la santé humaine. Alors vous pratiquez, comme vous le disiez quand même, auprès des animaux, en cabinet, en clinique, de 2000 à 2004, c'est ça ? En effet. Ouais. Alors là, c'est pas sur des chevaux, hein. On n'amène pas les chevaux dans aussi Alors on peut les amener en clinique vétérinaire, en effet, en particulier pour un certain nombre de soins ou de diagnostics, ou d'opérations très, très particulières. On peut se déplacer aussi dans les fermes ou dans les centres équestres ou chez les éleveurs. Moi, j'ai fait pas mal de l'urgence vétérinaire à domicile, donc l'équivalent de SOS médecin, mais donc pas pour les chevaux animaux. À domicile. Si, aussi ? Non, mais pas que pour les chiens et chats. D'accord. Vous avez eu tout type d'animaux En effet, assez exotiques, assez variés. Et, j'ai dû intervenir sur des perroquets, sur des serpents, en particulier un serpent qui s'était fait mordre par sa souris, qui était censée être sa proie. C'est rare. En effet. C'est rare. En effet, mais comme quoi la nature, des fois, nous réserve bien des surprises. Ça devait être Mickey qui l'a attaqué. Et cette dominante, justement, gestion de la sécurité et de la qualité des aliments, en parallèle de cette pratique, vous continuez à l'étudier, à la développer ? Alors, en fait, c'est une orientation de fin d'études vétérinaires pour avoir une sorte de spécialité. Donc voilà, et sur cette expertise de risque sanitaire, je me suis vraiment orienté dans cette voie-là, puisque les services vétérinaires, par exemple, en France, ou l'agroalimentaire en France, est très imprégné du monde vétérinaire. Donc c'est après ces 4 ans en clinique et cabinet que, véritablement, vous rentrez dans ce domaine-là ? Exactement. Puisque pendant quasiment 2 ans, vous êtes vétérinaire inspecteur pour le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche. C'est à ce moment-là que ça se... Exactement, dans la plus grande direction de ce ministère, qui est la Direction Générale de l'Alimentation, où en fait il s'agissait de traduire en fait la réglementation en santé animale et de faire l'interaction entre la réglementation française et la réglementation européenne. D'accord. Alors, plus concrètement, en termes de mise en place, comment ça se fait ? Alors ça se fait en France, et en tout cas dans ce job, par l'intermédiaire de
de rédaction de textes réglementaires, notes de service pour expliquer ou pour mettre en œuvre ce qui nous vient de Bruxelles, mais aussi accompagner les organisations professionnelles, interagir avec elles ou également avec les grandes agences scientifiques comme l'ANSES par exemple. On travaille avec les marques de produits justement, produits alimentaires pour animaux dans ce cas de figure? Alors on peut interagir, alors pas directement avec les marques, mais en tout cas avec les groupements professionnels qui les représentent. D'accord. En effet. D'accord, qui sont très importants, on l'imagine. En effet, avec des intérêts réciproques, et c'est toujours bon de prendre la température de ce qui se passe au niveau opérationnel. La variété de vos missions est assez large à ce moment-là? Alors, non, pas forcément, parce que j'étais, moi, dans ce qu'on appelle le bureau de la santé animale, donc j'étais vraiment, j'allais dire, en amont de la chaîne alimentaire et vraiment au départ, donc s'assurer que les animaux sont en bonne santé pour ensuite qu'il y ait des produits alimentaires qui sont sains et sûrs pour les consommateurs. D'accord, donc là on est en 2006 et pendant ensuite un certain nombre d'années, vous passez responsable de organisation sécurité prévention des risques à la Chambre de commerce et d'industrie Paris, Île-de-France. Rien à voir? Quelle mouche vous a piqué, c'est le cas de le dire, pour passer de l'univers veto à la sécu pure et dure? Alors, en fait, le lien, il s'est fait justement au travers de cette chaîne alimentaire. C'est-à-dire que moi, j'ai débuté donc, au niveau de la santé animale. Et là, en fait, ils recherchaient un poste donc, qu'ils ont créé pour s'occuper de leur restaurant, j'allais dire, à l'intérieur de cette organisation. Puisqu'à l'époque, il fallait restaurer plusieurs milliers de collaborateurs et plusieurs milliers d'étudiants de grandes écoles en particulier. Et ils avaient un service de restauration autogéré avec 1,2 million de repas par an. Donc il a fallu mettre en place tous les process sanitaires. Et donc voilà, là c'était à l'autre bout de la chaîne alimentaire, donc en restauration collective. Parce que vous parlez de grandes écoles, ce sont des grandes écoles qui sont affiliées à la Chambre de commerce et d'industrie, exactement. C'est ça? Elles sont nombreuses? Oui, HEC, ESCP, Novantia, etc. Et puis également d'autres écoles techniques, type Ferrandi. Exact, pour la cuisine. Exactement. Sécurité des aliments. Complètement. Donc là, en termes de mission, puisqu'on s'adresse à l'être humain, ça varie bien évidemment de ce que vous faisiez précédemment. L'élargissement de cette palette se fait comment? Complètement. Alors, le leitmotiv est toujours le même, c'est-à-dire protéger la santé des consommateurs et des citoyens, donc là en l'occurrence des étudiants et des collaborateurs. Et ça m'a également permis de m'ouvrir vers d'autres domaines de la prévention des risques, donc pas seulement la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi la sécurité incendie, la santé-sécurité au travail, la sûreté, la gestion de crise. Et donc tous ces domaines-là, ça m'a permis d'ouvrir un peu mon champ, mon scope, mon approche, gestion des risques et des crises au sens large. Ça veut dire que vous passez par des formations pour ces univers que vous ne connaissiez pas? Exactement. J'ai eu la chance de me former au cours de ces années, en particulier en décrochant un master à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en gestion globale des risques et des crises. D'accord. Ça dure combien de temps, ces formations, tout du long Ça a été, alors ça, c'est une formation un peu longue, parce que ça s'est fait pendant toute une année universitaire. Donc j'étais en alternance. 2 jours à la fac, c'est une grande première pour moi, et 3 jours dans mon poste à la CCI Paris Île-de-France. Et alors un sujet que vous abordez, que vous développez aussi, c'est la gestion et la communication de crise. Exact. Alors là, également une formation? Alors, formation de par ce master, mais également en responsabilité au sein de la CCI, où avec mes collègues, nous avons déployé tout un dispositif, que ce soit matériel, que ce soit organisationnel, ou que ce soit également humain, avec un certain nombre de formations et d'exercices de gestion de crise. Donc à ce moment-là, on a développé plus de 80 exercices de crise sur l'ensemble de la CCI pour l'ensemble des... Qui étaient dédiés à qui donc Alors, pour les collaborateurs, les équipes de direction des différents établissements de la Chambre de commerce. Donc que ce soit les écoles, les établissements centraux, les établissements qui représentent et supportent les entreprises. Et donc quel type d'exercice on met au point à ce moment-là? Alors concrètement, ça peut être des élèves qui partent en sortie scolaire, accident de bus. D'accord. Que se passe-t-il? Ou une atteinte réputationnelle. Enfin voilà, tout sujet divers et variés. Après, c'est pas tant le sujet qui importe, mais c'est plus la manière dont se déroule l'exercice et surtout le retour d'expérience à la fin de l'exercice qui est vraiment à valoriser. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous appuyez vraiment. C'est le rétex.
de travailler beaucoup là-dessus. C'est bien beau de mettre au point des exercices, des tests, mais c'est d'en tirer profit. Exactement, c'est ce qui fait progresser les personnes, c'est ce qui fait progresser en continu les organisations. Est-ce que là-dessus, vous avez été formé également pour utiliser au mieux et pour pouvoir récupérer au mieux les impressions de chacun, les retours d'expérience de chacun ? Alors, ce qu'on met en place, en fait, dans le retour d'expérience, en général, il y a 2 temps. Il y a un retour d'expérience dit à chaud, qu'on peut qualifier aussi de diffusing, qui permet à la fois d'évacuer un petit peu la pression et le stress de l'exercice. Et puis, dans un deuxième temps, un exercice de retour d'expérience à froid et de capitalisation, justement, pour ancrer et mettre dans un action plan tous les progrès ou points d'amélioration qui ont pu être constatés au cours de l'exercice. Avoir un petit peu plus de recul que le premier rétex. Exactement. Et alors, vous continuez bien évidemment en parallèle à faire des formations au CNPP, mais aussi vous avez passé le CIRP 3 pour pouvoir assumer les missions de chef de service de sécurité incendie dans un ERP ou un immeuble de grande hauteur. Ça, c'est aussi, ça s'est fait naturellement, c'était une volonté de votre part, on vous l'a un petit peu imposé quelque part. Exact. Aussi. Non, en fait, c'est un choix et une demande de ma part pour progresser, on va dire, dans tous les domaines de la prévention des risques opérationnels, puisqu'ils sont vastes, ils sont variés, que ce soit les postes à la CCI ou dans mon poste actuel. Il y a vraiment différents aspects, différents types de risques qu'il faut gérer. Et en fait, le fait d'aller vers ces formations, ça permet de muscler le contenu et également de se faire du réseau et de progresser justement pour aider l'organisation à gérer ces risques. Et d'avoir une vision plus générale de tous les risques inhérents. En effet, et puis d'avoir vraiment des points forts, j'allais dire, et de s'appuyer en tout cas sur ces spécialités qu'on vient chercher au cours de ces formations. Alors en 2015, vous êtes recruté au sein du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. À l'époque, c'était entre guillemets seulement 4 parcs, 6 millions de nuitées, 1850 employés déjà. Je voudrais savoir comment s'est fait le passage de l'un à l'autre. Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Est-ce que vous aviez envie de bouger et pourquoi ? Et est-ce que c'est vous qui avez trouvé, je ne sais pas, par une annonce ou par un réseau ? Alors c'était en effet une opportunité professionnelle qui s'est présentée. Alors à la CCI, il y avait les Jeux Olympiques des CCI françaises chaque année. Ah, d'accord. Et j'avais terminé sur le podium d'une descente de toboggan. Donc je pense que j'ai été repéré à ce moment-là par Center Parcs. Ils se sont dit ça c'est pour nous. Exactement. Exactement. Ce gars est performant dans la descente de toboggan. Donc on va lui proposer quelque chose. Alors effectivement, je disais seulement 4 parcs parce qu'on verra d'ici quelques instants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. On a le prolongement justement de ces missions de gestion de risque et de crise. Quels sont les domaines des parcs sur lesquels vous intervenez justement en ce début de carrière au sein du groupe Pierre et Vacances ? Alors, en fait, le job, c'est, pour moi, tel que je le conçois, c'est faire en sorte que les clients, que vous êtes peut-être ou que les personnes qui nous regardent le sont, du moins j'espère, c'est de faire en sorte qu'ils repartent de leur séjour dans un état aussi bien, sinon meilleur, que celui dans lequel ils sont arrivés. Un peu comme à Lourdes. Exactement, mais avec nos toboggans, avec nos activités, avec la nature qui est très présente, et idem pour les collaborateurs qui sont présents. Oui, donc avec un peu de sport et donc parfois des risques, bien évidemment, on peut se blesser. Complètement. Il y a une grande palette de risques qui fait vraiment l'intérêt du job. Donc ça passe des risques liés à la piscine, la sécurité sanitaire des aliments, encore une fois, et des animaux, parce qu'on a des mini-fermes, des fermes pédagogiques. Tout ce qui est sécurité incendie, sûreté, activité de loisirs, tout ce qui a trait à l'eau, la qualité de l'eau, la légionnelle, la sûreté, et puis le développement durable, puisqu'on est triplement certifié. Donc ISO 14001, management de l'environnement, ISO 50001, management de l'énergie, et la labellisation clé verte, également pour l'ensemble de nos domaines. Là, on est dans un univers très très différent de ce que vous faisiez avant, et en plus sur, on va dire, un nombre de spots variés, 4 parcs. Comment ça se met en place tout ça quand on arrive dans cet univers-là ? Alors, déjà j'ai la chance d'appartenir à une équipe, d'une part, et sur chaque parc, il y a un manager en responsabilité sur ces sujets, sécurité, hygiène, environnement et piscine, parce que la piscine est un gros spot de risque. Et donc, il y a des process qui sont déjà en place.
Et le but du jeu, c'est de les améliorer, d'être le plus en amont possible, en proactivité, en prévention, par rapport à l'ensemble de ces risques opérationnels. Donc j'imagine qu'au début, ne connaissez pas tous les parcs, vous faites un tour de tous ces parcs de façon assez régulière pour voir un petit peu, justement, faire un état des lieux. Complètement. C'est important de faire un tour de France des parcs, de connaître la localisation, de l'expérimenter également en tant que client. Très bien, retoboggan. Retoboggan. Bien sûr, piscine, la ferme, le lama, tout ça. Exactement, accrobranche, que du malheur. Okay. Mais en tout cas, c'est très important de vivre l'expérience client pour ensuite mieux la comprendre et mieux appréhender le risque et également de se mettre dans la place du collaborateur. Donc, aller nettoyer un cottage, par exemple, lors d'un jour de change, donc lorsque les clients partent puis arrivent la même journée, comprendre un peu ce qui se passe. C'est important de le souligner ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement de se mettre à la place également du client, d'abord pour effectivement en sortir une certaine expérience, mais aussi c'est aussi le plaisir de ces métiers. Complètement. Notre job, c'est d'accueillir les clients. Et donner du plaisir. Exactement, qu'ils puissent venir se ressourcer en famille ou entre amis. Alors le point eau, piscine est extrêmement important dans ces parcs. Moi, j'ai jamais été, mais j'imagine qu'il y a plusieurs piscines dans chaque parc. Alors, il y a une grande piscine qu'on appelle l'Aquamundo, qui peut accueillir en moyenne 1500 personnes. Ça peut aller plus dans certains villages, mais on a 1500 personnes maximum, avec piscine à vagues, toboggan, pataugeoire pour les enfants, différents bassins d'activité, voire même des aquariums sous-marins également. Donc voilà, tout un tas de plaisir, tout un tas d'expériences à découvrir au sein des parcs, et pour nous, à surveiller et à prévenir en matière de risques. D'accord. Et sur des énormes piscines et dans des parcs qui sont relativement grands, quel type de technologie, justement, vous épaule pour pouvoir assurer au mieux la sécurité et la sûreté des clients et de ceux qui y travaillent également? Alors en termes de technologie, rien de révolutionnaire, j'allais dire. On a de la vidéoprotection dans l'ensemble de nos parcs, qui sont tous, clôturés et bien délimités de manière périphérique. On a évidemment aussi du contrôle d'accès pour limiter, lorsque les bâtiments sont fermés, les potentielles intrusions ou les barrières, on va dire, avec le backstage. Et puis une surveillance humaine également qui est très importante, qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est-à-dire que ce sont des agents de sécurité qui sont reconnaissables? Alors complètement. Alors dans notre jargon, moi je préfère les appeler le guest service parce qu'ils sont là pour nos clients d'abord. Ce ne sont pas, alors certes ce sont des agents SIAP et agents de sécurité, mais leur vraie mission, c'est d'être là pour le client. Donc ils endossent 2 casquettes, quelque part? Quelque part, oui. Ils sont là pour le client, les accueillir, assurer leur sécurité, assurer leur sûreté, ainsi que celle des collaborateurs. Est-ce que, comme dans certains parcs de loisirs en France, ce sont des agents qui sont armés ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Chez nous, ce n'est pas du tout, on va dire, dans l'esprit ou dans le sens de la clientèle que nous accueillons. C'est pas la philosophie du groupe? Alors déjà, c'est pas la philosophie et ça va pas avec la clientèle. En fait, on a d'abord une clientèle familiale. Bien sûr. Qui vient en famille pour se ressourcer, se retrouver, être là au milieu de la nature et partager des très bons moments entre eux et vivre des expériences entre eux. Donc c'est pas du tout, j'allais dire, l'état d'esprit et la manière dont on aborde le sujet. Par ailleurs, les événements de sûreté qu'il y a au niveau des Center Parks, ce sont vraiment des événements bas du spectre. On est vraiment dans quelque chose de très très bas. C'est-à-dire on est vraiment éventuellement sur de temps en temps des petits vols, des petits larcins, mais on n'est pas sur des choses d'une gravité extrême. Pour bien comprendre, un Center Parks, en fait, c'est un village en zone rurale, suivant les saisons, entre 1000 et 6000 habitants, qui se vide et se remplit 2 fois par semaine. D'accord. Donc avant le week-end et après le week-end. D'accord. Et pendant la semaine, donc, c'est quand même beaucoup plus calme? Alors ça dépend. En période de vacances, c'est aussi intense, mais sinon c'est un petit peu plus calme en effet que les week-ends. Sauf ces derniers temps où on a été vraiment très sollicités et où les clients sont revenus en masse
Et je les en remercie parce que après ces périodes de fermeture, Covid, ça fait du bien. Merci au télétravail également. aussi. On parlait des nouvelles technologies. On rajoute toujours ce point d'eau, ces piscines très grandes, avec ce risque supplémentaire de noyade par exemple. Est-ce que là-dessus, on travaille sur des nouvelles technologies pour pouvoir surveiller ces grands espaces aquatiques un peu particuliers ? D'autant plus que ce n'est pas des piscines classiques carrées ou rectangulaires, hein, on est d'accord ? Exactement, chez nous il n'y a rien de carré ou rectangulaire, ça tourne beaucoup, comme les toboggans, encore une fois. Et alors, c'est d'abord la surveillance humaine. La législation nous l'impose, c'est le meilleur moyen également de détecter, parce qu'il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a un certain nombre de techniques de surveillance, et puis dès qu'ils détectent quelque chose d'anormal, ils peuvent aussi intervenir. Néanmoins, on est ouvert à des nouvelles technologies et dans le futur parc ici du Lot-et-Garonne en France, qui va ouvrir fin mai 2022, on va expérimenter en fait des caméras subaquatiques pour nous aider à détecter justement préventivement d'éventuelles noyades ou d'éventuels soucis au niveau de notre clientèle. Ça sera en test à ce moment-là ou c'est déjà en test ? Alors, ce sera en test là dans quelques jours, dès qu'on va pouvoir remplir les bassins et c'est imminent. D'accord. L'équipe sécurité aujourd'hui est composée de combien de personnes ? Alors, sensu stricto et purement simplement, il y a 3 agents. En général, H24, sur un parc moyen, plus un manager. Maintenant, ce n'est pas eux seulement qui font la sécurité et la sûreté. On a la chance d'avoir des collaborateurs, que ce soit à la piscine, dans nos boutiques, dans nos restaurants, à la réception, du personnel qui s'occupe des espaces verts, de la maintenance, du nettoyage. Et ce sont autant d'yeux, d'oreilles qui peuvent également concourir et qui doivent concourir à la sécurité de nos domaines et de nos clients. Et au niveau de la direction de la sécurité ? Alors, sur les 4 pays, et donc les 28 parcs au total sur lesquels nous sommes... C'est ce qu'il faut signaler, c'est qu'au départ, on est parti sur 4 parcs. 4 parcs en France. Aujourd'hui, on a quoi ? 28 parcs ? 28 parcs en Europe. 9000 employés. Vous êtes également présent en Belgique, Pays-Bas, en Allemagne. Donc effectivement, là, on a bien ouvert il y a un bon scope et ça continue, donc le 29e, avant l'été 2022. Donc, au niveau du board, de la direction sécurité, vous êtes combien ? Donc j'ai l'honneur de diriger l'équipe européenne et il y a un manager risque opérationnel sur chacun des 4 pays. Donc un en France, un en Belgique, un en Allemagne et un aux Pays-Bas. D'accord, et à signaler quand même que vous avez été félicité, et plus que ça, en 2018, pour votre bon travail, puisque vous avez gagné le trophée de la sécurité. Vous avez remporté. Exact. C'est une fierté. Exact, c'est une fierté parce qu'en effet, les équipes sécurité, sûreté, nos équipes guest service, ce sont des équipes potentiellement de l'ombre qui font un travail qui n'est pas forcément toujours reconnu ou toujours mis en lumière. Et ça permet lors d'événements comme ça, en effet, de saluer le travail vraiment efficace et professionnel des équipes. Alors, depuis 2020, vous êtes Operational Risk Director de Center Parcs Europe. Si on le traduit en français, c'est quoi ? Patron de la gestion des risques ? C'est ça, patron de la prévention des risques. Vous travaillez donc avec toutes les équipes sur la construction, entre autres ce dernier nouveau parc, et la rénovation, parce que régulièrement, il faut travailler à la rénovation, ce qui permet aussi de progresser en termes de sécurité, j'imagine. Complètement. Ça permet de monter en gamme en fait, nos parcs, et à chaque fois de progresser et d'apporter une brique supplémentaire à nos systèmes de sécurité ou de sûreté, en effet. Est-ce que la gestion de la crise Covid a bouleversé vos habitudes et vos manières de fonctionner ? Parce que ça a été effectivement quand même une claque pour tout le monde. Il y a eu une remise en cause qui s'est faite réellement ? Clairement. On a dû, du jour au lendemain, presque déjà fermer nos parcs. Et un Center Parcs, une piscine, des fermes avec des animaux, ça ne se ferme pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc en effet, ça a été un vrai challenge de fermer, puis de préparer immédiatement la réouverture. Parce que de même qu'on ne ferme pas d'un claquement de doigts un parc, on ne rouvre pas non plus d'un claquement de doigts, parce que nos piscines sont à 29 degrés, donc à un moment donné, il faut peut-être les réchauffer un petit peu. Et donc oui, en effet, ça a été un véritable challenge. Maintenant, on a la chance d'être très processé, d'avoir des systèmes de business continuity qui sont en place. Et donc, en s'appuyant sur ces systèmes de management des risques et des crises, ça nous a permis en fait de rebondir.
du mieux possible et également d'être certifié Covid et d'avoir ce label, que ce soit en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui nous a été délivré pour rassurer aussi notre clientèle et dire qu'on était en bonne pratique Covid et qu'on était des lieux sûrs, j'allais dire, où on pouvait les accueillir de nouveau pour passer leurs vacances. Est-ce que votre bonne gestion, justement, de cette période de crise qui nous a pris de court dès le début, il a fallu s'adapter avec des réouvertures, parfois des refermetures, etc., ça a changé la vision des collaborateurs que vous aviez et peut-être du board, des présidents au-dessus de vous? Alors le board déjà a changé pendant cette période, donc j'imagine que... Par conséquent, la vision a changé. Ouais. Pour nos collaborateurs, je pense qu'elle a également changé puisqu'ils l'ont subi de plein fouet. Maintenant, on a tenu vraiment à garder le lien tout au long de cette crise avec nos collaborateurs. Même s'ils étaient à domicile, on a gardé le lien. Lorsqu'ils revenaient sur Parc, on s'assurait de les protéger de la meilleure manière qu'ils soient, en les informant et même en les sensibilisant et en les formant sur ces aspects Covid et prévention, gestes barrières, etc., etc. Est-ce que vous faites partie du COMEX, vous? Non. Non? C'est pas quelque chose qui vous paraît indispensable? Est-ce que justement la crise Covid a pas fait que vous puissiez... Alors, mon N+1, mon patron, fait partie du COMEX. D'accord. Je n'en fais pas partie. En revanche, son poste, il est alors lui, il est patron d'un pays, donc de la Belgique en l'occurrence, mais il est surtout patron RSE, directeur RSE du groupe. D'accord. Et en fait, je suis rattaché au directeur donc RSE. C'est parfait, fait partie du COMEX. Exactement. Vous êtes en direct avec lui, donc ça facilite quand même la réactivité, et on l'a vu. Exactement. Et puis, si besoin, le CEO me connaît et sait m'appeler si besoin. Ça tombe bien. Est-ce que vous pensez que votre métier va continuer d'évoluer comme ça? Là, on a vu que ça a été un déclencheur aussi, le Covid. Est-ce que vous pensez qu'avec peut-être les risques cyber, avec d'autres risques et autres fléaux, votre métier va continuer de bouger comme ça? Alors, inévitablement, il bouge au fur et à mesure des risques qui émergent ou qui réémergent. Donc inévitablement, il faut les prendre en compte et ça fait bouger, ça fait évoluer le métier. Et ça le met, en tout cas, ou ça l'a mis pendant cette crise, je pense, en lumière par rapport aux décisions, par rapport à l'accompagnement des entreprises qui ont été faites lors de cette période difficile et qui vont être faites parce que je ne pense pas que les crises vont s'arrêter après la Covid. D'autres suivront. Donc ça veut dire qu'un directeur sécurité aujourd'hui doit toujours se remettre en question, doit toujours avoir des veilles ouvertes, c'est important. Et si possible un coup d'avance, alors peut-être pas sur la prochaine crise parce que à un moment donné c'est aussi compliqué de le savoir, mais au moins d'avoir anticipé les risques susceptibles de survenir, d'aller benchmarker, d'essayer d'anticiper sur ces risques émergents ou sur la prochaine ou les prochaines crises pour pouvoir ne pas être démuni lorsqu'elle vous arrive dessus. Qu'est-ce qui fait encore courir aujourd'hui Grégoire Caruel? C'est une très bonne question. Déjà, le fait de me maintenir en forme et réactif, parce que c'est pas un métier de tout repos. Ouais. Et puis également d'avoir le plaisir d'avoir nos clients, retrouver nos parcs. Je suis régulièrement sur parc parce que c'est très important d'avoir le lien avec l'opérationnel et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément opportun d'être toujours au COMEX parce qu'on perd parfois ou peut-être ce lien avec les aspects opérationnels et de voir des familles ou des amis qui se retrouvent, qui éclatent de rire, qui passent des bons moments dans nos parcs et qui descendent des toboggans comme je peux le faire, ça me fait plaisir. Merci Grégoire, on se croisera peut-être sur un toboggan. Avec grand plaisir. Merci d'être venu sur le plateau d'Anews Sécurité. Merci beaucoup à la Dream Team, Anews Sécurité pour la préparation et la production de cette émission, Benjamin, Soline, Virginie, Léa et Camille. À très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.